Salut les gros bidous. Voilà l'histoire de cette vidéo. C'est que juste hier, je suis tombée sur le tag One Deck for Every Sign, donc un jeu par signe astrologique sur la chaîne de Aquamarine 18, et je vous renverrai vers cette vidéo-là, et puis la vidéo initiale qui a été initiée par une certaine Steph. Eh ben, ça m'a enthousiasmée directement. Je crois que j'étais en recherche de faire une vidéo sur un sujet léger et en même temps qu'il y avait des ramifications qui étaient assez créatives, qui me permettaient de réfléchir et d'interagir avec le tarot d'une façon plutôt instinctive. Donc j'ai trouvé mon compte là-dedans. Dès que j'ai commencé à regarder la vidéo de Laura, j'étais ok. Tel jeu, tel signe, pla 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 pla, j'ai fait ma petite liste, c'était très instinctif et j'ai bien apprécié ce processus et donc ça m'a donné envie de partager évidemment. I want to take a second just to say that there's also the same video in English because the original tag was in English. So if you want to go ahead and follow more easily in English, if French isn't your mother tongue, I invite you to go ahead and click on the other video, which should be easier to follow. Je crois que l'idée, c'est que c'est un challenge qui ne doit pas du tout être prise de tête, c'est d'être dans des associations assez libres entre chacun des signes et des jeux de tarot ou d'oracle. J'aime bien ce côté vraiment instinctif dans le processus de création et du coup, non, on va pas être ici dans des définitions très strictes, très respectueuses des signes, on va plutôt être dans des associations et dire ok, moi j'ai pensé à ça avec tel signe et j'ai associé ça ou ça comme deck, mais ça veut pas dire que c'est l'unique description du signe ou même que ma description est la meilleure parce que je me suis aussi basée sur mon propre thème, étant ascendant vierge, pour voir avec le rapport que j'ai avec chaque signe selon mes maisons aussi. Donc parfois je ferai les liens, parfois pas, je serai plus généraliste. Mais il fallait pour moi que ça reste marrant. Autre mise en garde. Le thème, c'est un jeu par signe. Mais je n'aime pas les règles. Donc il y a des moments où il y aura bien un jeu qui est le winner de la compétition, mais il y aura sur le podium des médailles d'argent ou des médailles d'or. Parce que, pourquoi respecter les règles ? Si vous êtes du genre à quand vous suivez des challenges, vous voulez absolument qu'on suive le challenge à la lettre, au revoir, à bientôt, peut-être à la prochaine vidéo. Autre point d'importance, donc j'ai mis ici tous les tarots que j'ai sélectionnés pour cet exercice, mais j'ai aussi sorti mes oracles. Et je sais pas si je ferai une seule vidéo, des vidéos différentes ou des trucs comme ça, mais comme ça vous savez. Dans beaucoup de traditions astrologiques, on commence l'année avec le bélier. Et je dois dire que c'est la raison principale pour laquelle j'ai choisi le New Chapter Tarot, le tarot du nouveau chapitre. Parce que déjà, sur le titre même, ça correspond bien à cette idée de nouvel an. Et puis alors on a ici ce fou, qui est le dieu romain des limites et de la nouvelle année, des limites temporelles, qui est Janus, qui regarde de chaque côté. Alors pour la mise au point ça va être difficile, mais vous voyez peut-être qu'ici on a le signe, le sigle astrologique des poissons, et là on a celui du bélier. Donc on a vraiment cette idée d'être sur ce point qui marque le début de printemps et donc le début du passage du soleil en bélier. Et donc je sais pas, j'ai trouvé ça assez évocateur par rapport à l'énergie du bélier. En tout cas c'est le premier jeu qui me vient en tête. J'aime bien qu'on a le lièvre ici, qui peut-être, ok, c'est associé à cette saison, c'est très équinoxe de printemps et tout, mais aussi, c'est quand même un animal avec beaucoup de vitesse et c'est quelque chose de très martial. Et donc, ça me fait penser à la planète associée qui a son domicile en bélier, qui est Mars. Et puis, on a chacune des suites du tarot qui apparaît aux quatre coins. Ça, je trouve ça intéressant, c'est un clin d'œil au monde, notamment. Dans le Rider-Waite-Smith, même si ce jeu-ci ne le fait pas, je pense, dans son jeu, parce qu'il est plus inspiré du système du TOTS. Et puis, c'est aussi un clin d'œil au magicien traditionnel, mais en fait, j'aime bien que le fou soit la carte qui contienne tous les possibles, à l'image des princesses, par exemple, dans les personnages de cour dans le système du TOTS, et que donc, on ait directement toutes les suites qui soient possibles. Ça me rappelle que le bélier, c'est un signe cardinal, qui commence l'année et qui fonce dedans, et on est allez, en fanfare et tout ça, et tout est possible, et tout va se déployer. Au fil de l'année, on va forcément avoir tous les quatre éléments qui vont revenir. On va
au niveau des signes astrologiques, avoir chacun de ces éléments qui va revenir signe par signe, à commencer par le feu, qui est ici représenté par les bâtons, avec le bélier. Avec le taureau, ben, on va être dans l'élément de terre, et ici c'est les disques. Avec le gémeau, on va être dans l'élément d'air, et ici ce sont donc les épées. Et puis avec le cancer, on va arriver dans l'élément d'eau, qui sont donc ici les coupes, et puis on va poursuivre avec les lions. Donc, je sais pas, mais ça me paraissait juste très très bien de sortir ce tarot-ci pour marquer le début de l'année astrologique. Ben voilà, le monde qui est l'univers dans le système du Thoth. Vous voyez, on n'a pas les éléments qui reviennent ici d'une façon aussi directe, 4 coins. Et j'en profite pour vous dire qu'à chaque fois que j'aurai fait des vidéos de review des jeux qui sont présentés, les liens seront en dessous ou bien dans les fiches en haut, ça dépend parce qu'on est limité dans le nombre de cartes qu'on peut ajouter par épisode, par vidéo. Mais voilà, donc il y a d'office moyen de plonger davantage dans les tarots avec moi. Par exemple, celui-ci, j'ai vraiment adoré le découvrir. Et voici justement la carte associée au signe du bélier. C'est rigolo parce que quand... Ok, d'accord. J'ai d'abord choisi de faire les bords, de les colorier ici sur ce jeu multicolore. Et puis j'ai décidé de... C'était trop moche. Et c'était avec des encres cheap et donc ça partait. Et donc j'ai décidé de le recolorier avec du orange. Et du coup, bah, on a une couleur qui va bien au bélier ou à l'élément de feu. Le tarot qui aurait pu aussi se retrouver sur associé au signe du bélier, mais qui n'est pas celui que j'ai privilégié, c'est le Urban Tarot, qui est encore plus inspiré du système de Thoth et plus respectueux de ce système que le New Chapter. Être respectueux d'un système n'étant pas forcément une qualité, mais c'est juste qu'il est plus cloné sur le Thoth que le New Chapter, qui est beaucoup plus hybride dans son approche et qui va mélanger différents types de traditions tarologiques, ésotériques et occultistes. Notamment. Et psychanalytique aussi, je pense, en parlant du New Chapter. Bref, revenons à Urban Tarot. J'aime bien cette énergie d'exploration urbaine, d'aventure urbaine, de foncer, d'être au dehors. Je trouve ça très approprié pour les signes de feu et pour le bélier en particulier. Et donc c'est vraiment cette énergie, peut-être assez martiale aussi, dans le sens où on est dans la rapidité, dans l'action, dans quelque chose de très volontaire. Il conviendrait bien au bélier aussi, ce tarot, pour moi. Le taureau, c'est un signe que j'adore. J'ai ma lune en taureau et aussi mon Mercure, qui de plus est une planète importante dans mon thème. Ça n'a pas été facile de faire un choix, mais j'ai choisi le Herbcrafters Tarot. Déjà, le fait qu'il soit axé sur les plantes, c'est très approprié pour les éléments de terre, en particulier, je trouve, pour cet élément, ce signe fixe. Regardez, avec des cartes cosy comme ça, on est chez soi, on est en train de faire des choses, avec des pommes, ou ici, avec du sureau, plutôt des rituels et tout ça. Je trouve ça très, très taureau, ce qui sort de tout ça. La façon dont ce jeu est construit, il y a quand même une certaine revisite du tarot, dans le sens où, bon, pas les arcanes majeures, mais prenons ici les arcanes mineures. Ce qui a été fait, c'était qu'en fonction des numéros des cartes, au niveau numérologique, on était à différentes étapes de comment nous, en tant qu'apprentis, herboristes ou personnes passionnées par les plantes, qui commencions à relationner avec elles, on peut interagir avec elles. Donc on va avoir celles qui sont le plus proches de nous, qui poussent sur le pas de notre porte, on va avoir celles qui sont plutôt en danger, on va avoir celles qui sont plutôt des plantes racines. Et je trouve que le fait de prendre le temps d'entrer en contact avec les plantes, de les connaître, d'aller à leur rencontre dans leur environnement, mais aussi avec ce tarot-ci, de les écouter et de les utiliser, d'en faire autre chose, de les transformer, c'est quelque chose qui peut être très taureau. Peut-être que l'étape de la transformation est un peu plus, je pourrais plus l'associer au signe de la Vierge, par exemple.
et de la classification, des connaissances et tout ça, mais que dans le fait d'aller à la rencontre d'eux, de s'émerveiller, de composer des choses qui peuvent être très douces et belles avec les plantes et tout, on a aussi du taureau, donc voilà. Ça fonctionne bien dans ma connexion au signe du taureau. Ceci dit, c'était pas le seul jeu sur ma liste pour le taureau. Le premier qui m'est venu en tête, mais peut-être parce que je viens de l'avoir, c'est le Kawaii Tarot. Donc je viens de faire un unboxing sur ma chaîne. Parce que là, on est plus dans le cliché du taureau. C'est un jeu doudou, c'est un jeu réconfortant. Et alors, il y a beaucoup de gourmandise, il y a un côté bon vivant dans ce tarot. Il y a un côté peut-être moins cocooning que dans d'autres. Peut-être qu'avec le taureau, j'aurais pu choisir quelque chose qui était plus cocooning. Les cocooning n'ont pas l'air fun, par exemple, dans ce 3DT. Mais oui, ce côté gourmand, ce côté mignon, ce côté réconfortant, j'ai trouvé qu'il était très taureau. Dans le rapport qu'on peut avoir avec lui, du coup, peut-être moins dans les images, mais on a envie de se poser pour un moment de cocooning, de self-care, de connexion au tarot, mais aller sans trop de prise de tête. Et il fait vraiment le travail de ce côté-là. Voilà, ce côté alimentaire. Ok, c'est un cliché sur les taureaux, mais en même temps, parfois, il y a du vrai dans les clichés. Et pour moi, il y a de ça. Ah, et du coup, ça n'a rien à voir, mais j'ai oublié de dire ça en introduction. Les gros bidous, quand je parle d'un signe, je parle d'un signe en général. On a tous les signes dans notre thème astral, et puis ils sont tous partout. Et du coup, je ne veux pas dire que parce que je pense ça d'un signe, je pense ça de toutes les personnes qui ont leur soleil dans ce signe. C'est une partie infime de ce que représente un signe, le fait que le soleil soit dans ce signe-là. Donc par exemple, je suis Gémeaux, mon soleil est en Gémeaux, mais c'est pas forcément quelque chose qui résume quoi que ce soit. Je sais pas, que la culture des mèmes et tout ça, on a un peu une tendance à penser que, et puis même quand l'astrologie un peu pop, vous pensez que avec les, je sais pas, dès qu'on pense à un truc d'un signe, on pense forcément ça à toutes les personnes qui ont leur soleil dans le signe. C'est ok, c'est peut-être marrant, mais c'est vraiment une vision caricaturale de l'astrologie et c'est pas ce que je fais. On est là pour le fun, mais on n'est quand même pas non plus là pour les simplifications à outrance. L'autre jeu auquel j'ai pensé, c'est le Gentle Tarot, le tarot doux. Et cette douceur est aussi très taureau pour moi. Okay. Il est doux dans ses messages, il est doux dans ses illustrations, il est doux dans son rapport au monde, dans son animisme, dans comment il nous place, nous en tant qu'humains humaines qui utilisons ce jeu, dans nos rapports à la nature. Et c'est taureau, quoi. Faut que je vous montre Sawin, qui profite à la fois de la place directement au soleil, au plein sud-sud-ouest ici, mais qui en même temps s'est protégée sous un oreiller. Sawin, tu es convaincante et tu es marrante. J'ai la chance d'avoir un petit chat marrant comme toi quand même. J'ai mon soleil en Gémeaux. Et je trouve qu'avec le Gémeaux, on n'a pas toujours besoin de choisir. On a besoin de rassembler les informations, distribuer les informations. Beaucoup d'infos. Du coup, j'ai choisi 3 jeux. Et j'aurais pu en choisir encore plus, parce qu'on ne choisit pas avec le Gémeaux. On prend, on disperse, on triomphe. Next World Tarot, c'est le premier. Bien sûr. Alors, je vous sors la version auto-publiée initiale là, que j'ai beaucoup modifiée pour qu'elle rentre dans mes petites mains en enlevant les bords. Celle-ci. Je vous montre juste une ou 2 cartes sur la version de poche, juste pour vous montrer le type d'information que vous trouvez normalement sur une carte. Et vous voyez pourquoi c'est pas celui-là que je vous montre, parce que du coup il est trop petit, c'est difficile pour faire la mise au point. Je crois que la première raison pour laquelle je vais choisir ce jeu, c'est que Christy Rhodes en a parlé quand j'ai pu la voir à Brighton où elle présentait une exposition. Et elle a parlé de son expérience de personne qui a un soleil en Gémeaux avec le tarot et avec la création de ce jeu. Et je pense pas qu'elle en a parlé des heures, sauf que moi, comme j'ai mon soleil en Gémeaux, ça m'a beaucoup parlé d'entendre ça. Et du coup, c'est vraiment mon réflexe. Je pense tarot de Gémeaux et je pense au Next World Tarot.
Après, je peux beaucoup mieux vous expliquer avec plus de détails. Bah, du coup, on a 2 cartes de Gémeaux parce qu'ici, on a le 9 d'épée et là, on a... Non, pas le chariot. Je déconne. Les amoureuses, on l'a déjà vu avant. Les amoureux, amoureuses ici. J'ai retrouvé mes pensées. En fait, même si c'est un tarot qui aurait pu aller avec n'importe quel des autres signes d'air, avec son accent sur la justice sociale, bien sûr, il se serait bien plus en balance. D'ailleurs, voici la carte de la justice. Avec son côté post-apocalyptique, innovateur, il se serait bien plus en Verseau. Seulement, j'ai décidé de le mettre en Gémeaux. Déjà, je ne l'ai pas décidé, c'est juste, ça m'est venu, quoi. Mais aussi, il y a tellement d'informations, genre tellement de trucs que Christy Rode n'a pas choisi. Il y a juste tellement de choses à voir, à décrypter sur chacune des cartes, tellement d'éléments visuels que ça en est peut-être trop stimulant, mais pour moi, c'est très Gémeaux. Et j'adore ça. Regardez sur celui-ci, on peut lire tous les titres des ouvrages et tout ça derrière le personnage. C'est le 3 de bâton. C'est quand même incroyable si c'est pas Gémeaux, ça. Et, en tout cas, Mercurien. Et donc là, on pourrait trouver peut-être un lien avec le signe de la Vierge aussi. Et il est très bavard, quoi, avec tous ces éléments qu'il cherche à nous partager. Et aussi toutes ces références. Parce que si vous avez vu ici, dans la version où on voit tous les détails, en dessous, on a des mots-clés. Bah, typiquement, pour ce 2 de bâton, c'est le mot-clé traditionnel du système de la Golden Dawn et donc du Thoth. Et puis les correspondances astrologiques aussi, initiées par la Golden Dawn et reprises dans le Thoth. Et d'ailleurs, celui-ci a peut-être des symboliques qui vont faire penser les gens qui connaissent le Thoth au symbolique du Thoth. Vous voyez, il y a ça, il y a le Rider-Waite-Smith, et en même temps, il y a quelque chose de, ok, j'ai pris toutes les infos, parce que bon, Gémeaux, il faut prendre toutes les infos, là, dans ce gros jeu, elles sont là, et en même temps, mais rien à foutre, il y a un côté irrévérencieux, un côté stimulant, un côté envie de partager autre chose, quelque chose qui nous fait aller au-delà. On prend plein de choses, mais la synthèse, elle est complètement ailleurs. Peut-être on fera encore le lien tout à l'heure avec le Sagittaire aussi. Mais c'est une évidence pour moi que ce tarot est Gémeaux. Mais donc, qui dit Gémeaux dit beaucoup plus qu'un jeu. L'autre jeu qui m'est venu en tête après, quand j'ai pris plus le temps de réfléchir, c'est le Miniculis Tarot. Attention, j'ai démoli ce tarot pour pouvoir le prendre en main. Parce que avec mon syndrome des lers dans l'os et mon hyperlaxité, il était beaucoup trop grand, je ne pouvais pas l'utiliser. J'ai donc dû couper certains titres, couper à travers certains éléments visuels, couper à travers certains titres pour lui donner une taille qui était plus fonctionnelle pour moi. Malheureusement, j'ai loupé le coche au moment où il y a une version de poche, quand j'avais déjà le grand en fait. Et puis je me suis tellement amusée dans ce processus que je me suis dit, quitte à arranger ce tarot à ma sauce, mais pourquoi pas lui ajouter encore plus de couleurs. Et donc j'ai colorié ce tarot avec des feutres métallisés. Du coup, il y a tellement de noir et blanc. Là, la mise au point, c'est compliqué, non? Vous le voyez? Ah, comme ça va aller. Il y a aussi un foisonnement d'éléments, pas toujours très lisibles d'ailleurs, que j'associe aux Gémeaux. Il y a un côté très queer, quand en fait, finalement, je crois que dans ma tête, j'associe aussi beaucoup aux Gémeaux. Et ce côté extravagant, excentrique, un peu rien à foutre, qu'on pourrait aussi d'ailleurs retrouver chez le Sagittaire. Bah, j'ai choisi de le voir chez les Gémeaux. En fait, le signe du Gémeaux, c'est les Gémeaux, donc je l'ai peut-être un peu trop dit au singulier jusqu'ici. Je crois que c'est vraiment ce côté bavard, ce côté riche en symboles et en même temps, quitte à les détourner, allons-y. Mais je me suis pas arrêtée là, j'ai choisi un autre tarot qui est un tarot de Marseille, qui s'appelle le tarot d'Ego. Le tarot d'Ego, donc, c'est un tarot de rappeuse. On a Missy Elliott ici. Et du coup, bah, je trouve que déjà, le rap, c'est la tchatch. C'est jongler avec les mots, les manier, les tourner, aller très vite, parler très très vite. On a déjà ce côté bavard des Gémeaux. On a aussi ce côté extravagant sur certaines cartes. Donc voilà pourquoi j'ai aussi choisi le tarot d'Ego pour illustrer les Gémeaux. Et d'ailleurs, cette carte-là, elle a une vibe très très Gémeaux. Je ne sais pas si ça va vous rassurer,
sur les prochains jeux. Je regarde ma liste là, il y a encore des fois où j'ai envie de présenter plusieurs tarots. Mais à la fin, j'ai quand même réussi à un moment à trouver mon focus. Il y a des signes pour lesquels je ne me trompe pas, j'y vais et je ne choisis qu'un jeu. Si, promis. J'ai beaucoup trop parlé, je suis contente d'atteindre les signes d'eau parce que je sais que je vais être moins blablatisante pour la suite et que donc on va vraiment pouvoir laisser parler les jeux plus que la flemme. Pour le signe du cancer, j'ai choisi le Ophidia Rosa Tarot. Déjà, je crois que c'est tout simplement un jeu que j'utilise souvent, ou à la période où le soleil est en cancer. C'est pas forcément un tarot que je sors tout au long de l'année, donc c'est déjà interpellant en soi. Et puis, il a ce côté extrêmement intuitif, le fait de mettre en avant les plantes aussi. Et oui, il s'éloigne du système du Waite Smith, de tout système de tarot en réalité. Et en même temps, il est très très parlant pour moi, mais très parlant juste dans l'intuitif, dans ce qu'il suggère, dans ce qu'il réveille, dans les images qui peuvent venir sur base de ces représentations qui sont d'une apparente simplicité, d'un système qui n'en est pas vraiment un. Ben on a quelque chose qui se développe qui est juste dans l'émotionnel ou dans l'intuitif ou dans le spirituel, mais qui fait émerger tout ça, qui va nous permettre souvent de les transcrire en mots, mais pas forcément. Parfois, c'est le simple plaisir d'avoir cette expérience avec ce jeu qui est importante. Voilà, je crois honnêtement que j'ai dit ce que j'avais à dire de mon jeu de prédilection par rapport au signe du cancer. Peut-être aussi dire que c'est un jeu que j'aime beaucoup pour le relationner, demander conseil aux ancêtres dans ma pratique perso. Et du coup, je travaille essentiellement avec mes ancêtres femmes. Et donc on est peut-être un peu dans un cliché du cancer et ça me peine de le véhiculer, le cancer et cette association aux mères ou à la matrilinéarité. Mais ceci dit, je ne sais pas pourquoi, même si c'est pas ma façon principale d'interpréter le signe du cancer, même si ça l'est d'ailleurs pas du tout, c'est ce qui m'est venu quand même avec les jeux que j'ai sélectionnés. Et comme je suis allée dans l'instinctif, j'ai préféré pas trop réfléchir et assumer le fait que j'ai sorti un petit cliché binaire bien nul et hétérosexiste en associant le cancer à la figure de la mère encore et toujours. Et du coup, je vous sors un tarot un peu ringard, qui reste dans la même vibe, et qui en même temps va tellement bien avec le cancer. C'est un tarot qui, comme de nombreux autres que vous voyez ici, a fait l'objet d'une vidéo, de review, de recension sur ma chaîne. Ce tarot, c'est Daughters of the Moon, ou Dochters van de Maan, parce qu'en réalité, j'ai la version néerlandophone. La lune, le côté rond de ces cartes, les fils de la lune, ça évoque le cancer puisque c'est le signe dans lequel la lune a son domicile, c'est le signe associé à la lune, donc c'est important aussi. Ce jeu est ringard parce qu'il y a plein de choses qui ont vieilli en termes de féminisme, encore que il y a pas mal de choses qui sont encore tristement à la mode. Un sujet, mais bon, il se revendique plutôt d'un féminisme de la déesse, d'un féminisme de la seconde vague, et il y a pas mal de gens qui sont associés, de femmes qui sont associées à ce tarot, qui ont réfléchi à la place des divinités, en particulier préhistoriques, à l'idée qu'il y aurait pu avoir des sociétés qui étaient plus matrilinéaires avant l'instauration du patriarcat, et que en fait il y a des liens entre toutes les déesses, et tout ce genre de choses. J'en parle beaucoup plus dans ma review et j'en parle aussi beaucoup plus sur le blog. Mais ça marque quand même un moment de pensée qui est très intéressant pour l'histoire de la spiritualité féministe. Est-ce que maintenant ça va encore résonner avec beaucoup d'entre nous? Peut-être pas, peut-être pour certaines personnes, mais pour moi ce côté-là historique et aussi d'insister sur notre mémoire féministe, ce qu'on a beaucoup reproché à un certain féminisme de la déesse, au mouvement de la déesse dans les années 70 notamment, 80, c'était de réinventer une histoire, une préhistoire qu'il n'y aurait pas eu, où le patriarcat n'existerait pas, mais en même temps cet effort-là d'être dans le rêve, qui est très cancer, très intuitif, et d'inventer et de retracer au-delà de nos arbres généalogiques patrilinéaires des lignées de femmes
de féministe, un peu comme a pu le faire Wittig dans son ouvrage Les guerrières. Bah, je trouve ça intéressant comme point de vue. C'est pas le point de vue auquel j'adhère le plus dans ma life, mais je le trouve intéressant et du coup, bah, je trouve qu'il y a ce côté intuitif, lunaire, qu'on va associer au cancer. Assez parlé de lunaire, passons au solaire, passons au lion. Outgrow yourself. Pousse au-dehors de toi, pousse plus grand que toi, pousse, 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 grandis. Est-ce qu'on n'a pas ce côté radiant, radieux du lion, et aussi ce côté très basé sur l'ego, d'être très grand et de se dépasser et tout ça? Bah moi je trouve que aussi avec le Outgrow Yourself, en dehors de ces jolies fleurs orange, rouge ou jaune qu'on voit un peu partout, il y a quelque chose qu'a fait la créatrice dans le fait de représenter le personnage qui est toujours le même. Et quand je vois, je pense toujours que c'est en réalité une déclinaison d'elle-même, mais qui est sur chacune des cartes. Et du coup, je trouve ça tellement lion, quoi, de se dire, ok, je vais me décliner. Et on explore sa personnalité, mais aussi on l'embellit, on la laisse briller, on la donne à voir, on donne à se projeter dedans. Je sais pas, je trouve ça très lion. Et puis aussi le fait de pousser en dehors de soi, de pousser plus grand, alors qu'on arrive à la toute fin de l'été, on commence à approcher de l'automne et les fleurs sont encore bien grandes, bien belles, mais c'est bientôt la fin. Et voilà, du coup, je trouve que ce jeu va vraiment très bien avec cette énergie-là. Je ne reviens pas sur le fait que c'est un hybride entre un oracle et un tarot de Tots, parce que je pense que je vais faire une review très bientôt de ce jeu. Donc je vous garde ça pour une prochaine fois. Ceci dit, j'avais aussi envie d'en profiter pour vous montrer les cartes du tarot, du jardin des tarots de Niki de Saint-Phalle. C'est pas forcément des cartes qu'elle a approuvées, c'est sa fondation qui l'a sortie après sa mort, mais c'est basé sur tous les dessins, maquettes et autres produits dérivés qu'elle a fait autour de ce jardin des tarots. Donc il n'y a que les 22 majeurs dans ce jeu-là. Pourquoi Lion? Parce que je trouve que dans ce souhait qu'a eu Niki de Saint-Phalle de dire je vais récupérer un énorme terrain en Toscane, là où le soleil brille, et je vais amplifier les archétypes, parce qu'elle voyait vraiment comme des archétypes du tarot et ce reflet de cet inconscient collectif et de chacun de nous, pour en faire des sculptures à la limite plus grandes que ce qu'elle avait jamais fait avant. Enfin, certaines étaient certainement tout à fait du même niveau que ce qu'elle avait fait ailleurs, sauf que il y en avait 22 dans un énorme jardin. Et je trouve que ce côté-là ambitieux, solaire, presque exubérant, très 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 lion. Et bon, voilà, après elle a dû trouver des moyens de financer ce projet, de financer son entretien et tout ça, mais à la base, il y avait juste cette envie de faire briller le tarot et de briller aussi soi-même en tant qu'artiste, hein, probablement, incontestablement. Et ça, je trouve que ça se ressent très fort dans ce jeu et je trouve une énergie de lion. Si vous ne connaissez pas le travail de Niki de Saint-Phalle, j'en ai profité pour sortir ce bouquin juste pour vous montrer une illustration d'à quoi ressemble le jardin des tarots en Toscane. Je crois que c'est la dernière vidéo que je vais faire aujourd'hui, enfin le dernier signe que je vais couvrir aujourd'hui, parce que croyez-le ou non, je fais chacun des signes dans une langue puis dans l'autre, puisque j'avais envie que cette vidéo soit aussi accessible en anglais, qui est la langue de base de ce challenge, mais du coup c'est vraiment beaucoup de travail. Mais donc, je suis ascendant vierge et je me suis sentie assez proche du Spolia Tarot pour ce signe. Pourquoi? Encore un jeu que j'ai beaucoup modifié, comme vous pouvez le constater. Alors voilà, déjà, vous voyez ici le poisson. On a les cartes supplémentaires qui sont des cartes des signes astro, zodiacaux, et puis des éléments. C'est un jeu qui est assez occulte, assez ésotérique dans ses symboliques, dans tout ce qu'il ramène. Et qui, je pense, peut se lire complètement facilement, juste comme un Rider-Waite-Smith tranquille, dans cette veine-là du tarot, mais il s'inspire aussi du Minkate,
d'un tarot italien plus ancien avec davantage de cartes. D'ailleurs, comme beaucoup de tarots plus anciens, avant qu'on se fixe sur les 78 cartes, les triomphes étaient quand même très variés. Et pourquoi la Vierge? Parce que je pense qu'il y a, il y a déjà ce côté un peu hermétiste, hermétisant, hermétique, dans la façon de ramener des éléments de la culture occulte dedans. Et puis, oui, ce côté de catégoriser, d'aller chercher tous les éléments possibles dans les différentes cultures du tarot pour en faire un très joli ouvrage avec des magnifiques collages qui va intégrer tout ça. Donc, on a le sens du détail de la Vierge et aussi la générosité de la Vierge, qui est quelque chose qu'on ne retient pas souvent pour ce signe, mais il y a une vraie envie d'être de service, c'est un véritable signe de service. Et je trouve que ça se ressent dans ce qui se dégage de ce jeu-là, même si parfois le côté intello peut éventuellement prendre le dessus sur le reste. Je vais en profiter pour vous chercher dans les signes la Vierge. Ah, on a la Balance ici. Alors sachez que ce que j'ai fait, quand j'ai terminé de la ranger, c'est que j'ai fait des bords en mauve et que les cartes qui ne sont pas des cartes de tarot mais qui sont les cartes en extra, je les ai mises en orange pour mieux les retrouver. Ce qui ne va pas m'aider à trouver ma Vierge dans ces 90 cartes. 90 78 plus 12 plus 4. 94 cartes. Oh, beaucoup trop. Je reviens pas sur les aspects techniques du jeu parce que franchement je l'ai fait trop de fois. Je trouve que techniquement au niveau de la qualité du jeu et tout, il est naze. Alors je vais pas en reparler 10 000 fois quoi. Et voilà, la carte de la Vierge. Elle me plaît beaucoup. Et peut-être c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu choisir ce jeu-là pour la Vierge. J'ai hésité avec un deuxième tarot, mais cette fois-ci, je vous fais grâce de mes 20 000 tarots par jeu. Je le mets de côté, je en reparlerai pour le Capricorne. Donc, suspense, mystère et boule de gomme. L'humour de merde est au rendez-vous parce que je suis fatiguée. Pourquoi le Spacious Tarot comme un tarot que je vais associer à la Balance? C'est une bonne question. La première chose, c'est que c'est vraiment lui qui m'est venu tout d'abord au niveau complètement intuitif. Et puis je pense que la Balance étant un signe d'interaction sociale, de contact avec les autres, de diplomatie, d'équité dans les relations, dans comment on communique, on partage avec les autres, je trouvais que c'était quelque chose qui animait le Spacious Tarot parce qu'il a pour but de laisser de l'espace à l'espace déjà, au paysage, et puis de nous laisser trouver notre place dans cet espace-là. Et je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve avec la Balance, d'être gentil, d'être consensuel, dans le meilleur sens du terme, genre, vas-y, je te laisse de l'espace dans la discussion. Pour l'accent qui est mis sur la justice avec la Balance, déjà, du coup, je trouve qu'il y a de l'équité dans ce jeu-là, et puis aussi le fait d'avoir choisi de mettre en avant en priorité la nature, je trouve ça extrêmement important pour nous. J'aime bien les jeux sans figure humaine aussi, je trouve que ça apporte quelque chose d'important, nous décentrer en fait. Je l'adore. Voilà un paysage automnal qui correspond tout à fait bien au fait que la Balance, c'est le signe qui lance, le soleil en Balance, lance la saison automnale. C'est rigolo hein, parce que c'est un choix tellement intuitif pour moi, mais en même temps vraiment une super grande évidence que finalement j'aurais du mal à le justifier. Mais peut-être que ça fait plus sens pour vous que pour moi. J'ai réfléchi après à des jeux qui pouvaient beaucoup mieux correspondre à la Balance, mais c'était trop tard, j'avais déjà décidé. Mon choix s'était déjà porté sur celui-ci et c'était inenvisageable pour moi d'en mettre un autre. Avec le Scorpion, on va peut-être commencer à avoir des points de friction entre nous. Je vous explique. Je travaille en astrologie hellénistique plutôt traditionnelle dans mon apprentissage, mon étude de l'astrologie. Or, du coup, le Scorpion, le Verseau et le Poisson vont sonner un peu différemment chez moi, puisqu'ils ne vont pas être associés pour le Scorpion à Pluton,
pour le Verseau à Uranus ou pour le Poisson à Neptune, mais vont être associés à la planète qui les gouverne de façon traditionnelle, à savoir Mars pour le Scorpion. Pour le Verseau, ça va être Saturne, et pour le Poisson, ça va être Jupiter. Donc déjà, ça va changer. Et ensuite, on a aussi moins le système ABC, c'est-à-dire de faire correspondre les maisons au signe astrologique. Enfin, on a un autre système, mais donc par exemple, la maison 1 va pas prendre des qualités du Bélier, la maison 2 du Taureau, et tout systématiquement. On rentre peut-être dans le moment où vous allez dire, mais où tu vas chercher tes définitions du Scorpion, Katou? Moi, je vois pas du tout ça. Bah, peut-être parce que ma définition du Scorpion est plus basée sur l'astrologie traditionnelle que la vôtre, si vous travaillez plutôt avec l'astrologie moderne. Fin de la parenthèse, j'ai choisi le Slow Roller. J'adore ce tarot, pour moi c'est vraiment trop un tarot d'automne. Il est sombre, il permet d'aller bien loin dans les profondeurs. Il est infernal, dans le sens où vraiment on va dans les souterrains avec lui, on côtoie parfois la mort. Il a le relief et la profondeur du Scorpion, l'intensité du Scorpion. D'ailleurs, voilà la carte du Scorpion, la mort. Ce qui me fait penser à mon tatouage de Louise la Brocante ici, qui n'était pas directement, c'était un flash inspiré de cette carte, mais qui me fait beaucoup penser à cette carte. Sauf que moi j'ai Mercure, parce que Mercure, là, demi-cœur, parce que j'ai un tarot dans la main. C'est cool parce que la deuxième partie de la vidéo va passer beaucoup plus vite, parce que mes choix sont devenus d'un coup beaucoup plus intuitifs et difficiles à justifier. Il est profond, il est intense, il est plongé dans des énergies collectives et en même temps très pratique pour les connecter à notre situation individuelle. Pratique, je sais pas si c'est le terme, mais efficace, explicite, et en même temps, voilà, il navigue un peu des autres langages, je trouve, comme le Scorpion. Je pense que ce tarot, qui n'est pas celui du pochon, je pense que ce tarot est un ancêtre pour moi. Et je pense que comme mon fond de ciel et ma maison 4 sont en Sagittaire, c'est déjà une raison très très personnelle pour laquelle je vais l'associer, puisque ça fait partie des connotations, hein, d'où on vient, les ancêtres, la famille, tout ça, la maison 4. Et du coup, c'est certainement une des raisons très personnelles pourquoi j'associe ce jeu-ci au Sagittaire et qu'instinctivement j'ai fait le Théa. Il n'y a pas photo. Donc maintenant, je vais essayer d'avoir des raisons plus raisonnables. Le Sagittaire. Bah déjà, il faut savoir que c'est un jeu qui a été construit en 84 et que beaucoup de personnes, par des lesbiennes féministes, et beaucoup de personnes queer, lisent encore de nos jours avec ce tarot-là et s'y retrouvent, même si malheureusement il est difficile à trouver. Et en ça, c'est un visionnaire. Et l'énergie visionnaire, elle caractérise le Sagittaire, de voir plus loin, d'être très ouvert d'esprit, parfois trop peut-être, mais ça c'est pas forcément ce que je vois dans ce jeu-ci. Voilà, par rapport aussi à l'homophobie ambiante dans les années 80, je ne veux pas dire que l'homophobie a disparu, mais au contexte des années 80, bah, il y a ce côté aventureux, associé au Sagittaire. Je trouve que le Sagittaire est aussi un signe un peu guérisseur. Et je trouve de ça dans ce signe-là. Mais honnêtement, je m'accroche aux branches pour pas déraper avec mon choix. C'est avant tout une association pour moi à mon Sagittaire en maison 4. Et aussi, j'ai mon fond de ciel, j'ai mon nœud sud en Sagittaire. Et Uranus. Et du coup, pour moi, c'est un ancêtre, mais genre, ça pète dans le tas, comme Uranus, quoi, ça envoie tout péter par rapport à qui sont en réalité mes ancêtres. Des homophobes. Et donc, c'est peut-être pour ça que ça me permet de me connecter à un autre type d'ancêtre et que c'est très important pour moi. Mais il y a quelque chose de cette connexion et d'aller dans des univers philosophiques, intellectuels, des types de croyances, du mysticisme, qui n'est pas celui qui est le plus conventionnel ou celui dans lequel on a grandi, peut-être qui m'a orienté aussi vers le Sagittaire. Mais j'arrête d'essayer de me justifier. Je vais passer au jeu suivant. Voilà, c'était le Théa. Le Capricorne. On a de nouveau du jeu.
Le deuxième jeu, en fait, il aurait pu aller avec n'importe lequel des signes de terre, ou surtout la Vierge ou le Capricorne, mais je voulais garder jusqu'ici. Et je vais commencer par l'autre, que voici. Encore une version que j'ai modifiée n'importe comment, c'est le Art Tarot. Le Arrow Tarot. Le nôtre tarot, le tarot à nous, c'est ce tarot féministe qui représente des figures historiques de féministes ou de femmes fortes, pas toujours très appréciées ou appréciables. Bon, ici on a Jane Austen, donc je vous rappelle le truc que j'ai fait, j'ai enlevé les noms et les numéros, puis je les ai rajoutés derrière avec mon petit système avec des washi tape. Voilà. Vous savez, le Capricorne, c'est ce signe qui est très soucieux des traditions, de la longévité, de la durabilité. Il prend son temps. Et du coup, j'apprécie beaucoup ce tarot avec une connotation historique qui vise à donner de la visibilité à des figures historiques meufs qui n'en ont pas forcément eu. J'essaie de faire la mise au point. Non, mais il est trop petit, là, ça va être difficile. Donc, je ne vais même pas essayer. Je vais vous le montrer de loin. Donc, je crois que c'est vraiment ça. C'est ce respect de la tradition et en même temps, c'est comme la Vierge, je crois que c'est des signes qui sont quand même assez érudits, qui sont capables de faire leurs recherches, qui sont rigoureux, et je trouve qu'il y a de la rigueur dans ce tarot, dans la façon dont ça a été mené, et surtout, ce qui vaut le plus avec ça, parce que c'est la version mass market et qu'elle n'est pas très bien produite, c'est l'énorme bouquin que je ne vais pas forcément vous sortir, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, où on a vraiment une vision, une façon de faire la biographie des personnages, et en même temps, de les connecter avec l'énergie de la carte qui est très instructive, très chouette. Et aussi, dans le bouquin, on a des versions plus grandes de chacune des cartes en couleur qui nous permet de les voir beaucoup mieux que ici en mini-mini. Le fait d'être soucieux de la tradition, de l'apprentissage, de l'histoire, des trajectoires, pour pouvoir s'organiser, envisager l'avenir, mais comprendre aussi avant tout la stabilité, d'où on vient. Ça me paraît très Capricorne. Mais honnêtement, j'aime aussi beaucoup le Hollow Valley Tarot par rapport à cette thématique-là. Parce que déjà, il y a quelque chose qui est fait au niveau de l'autrice, qui est de prendre les références astrologiques de son expérience en astrologie traditionnelle et hellénistique et de les inclure dans chacune des cartes, mais ça du coup c'est le système Golden Dawn classique pour les mineurs, mais par contre pour les majeurs, où parfois on peut avoir du mal à comprendre les associations astrologiques traditionnelles, elle a revisité en utilisant ses connaissances en astrologie hellénistique pour renommer ça. Donc par exemple ici pour le chariot on a Mars en bélier. Ça joue beaucoup sur les domiciles et les exaltations des planètes. Parfois, ici on a Mars en Scorpion pour la pendue par exemple. Parfois ça joue aussi sur les planètes en chute, je pense, à checker. Mais alors du coup ce côté d'être très soucieuse des traditions du tarot, des traductions de l'astrologie et puis de l'actualiser, j'aime bien. J'aime bien comment ça peut lire avec le Capricorne. Et puis aussi, la dessinatrice a ajouté plein de petits symboles. C'est une petite collection de symboles. Peut-être que dans ce sens-là, c'est pour ça que je pensais aussi que c'était un tarot qui était tout à fait bien avec la Vierge. Mais j'ai choisi de le mettre ici parce qu'il y a quand même une structure qui a été mise. Parce que tous ces éléments sont orientés selon un sigil qu'elle a créé pour l'énergie de chacune des cartes par rapport à une affirmation qui a été créée par l'autrice. Et la dessinatrice l'a retranscrite en sigil et puis a appliqué les différents éléments sur chacune des cartes en fonction des sigils. Et ce besoin de structure, de structurer, de nous donner des bonnes bases et d'aller chercher à la fois dans différentes traditions magiques, de sorcellerie, de philosophie et d'occultisme et tout ça, et puis de les combiner. Je sais, je dis ça de plein de jeux parce que c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup, mais dans le cas spécifique de ce jeu-ci, où il y a énormément de symboles qui sont du règne minéral ou végétal ou animal, bah, il est très Capricorne pour moi. Alors, on passe à l'autre signe de Saturne.
le Verseau. Si le Saturne du Capricorne est plutôt un Saturne qui restreint, qui retarde, qui contraint, qui encadre, celui du Verseau, c'est un Saturne hors les murs, c'est définir la limite, mais pour mieux envisager comment on va la dépasser. Donc il est plus novateur, il est plus visionnaire, peut-être à l'image du Sagittaire, il ose davantage. Et dans les associations plus modernes, en lien par exemple avec Uranus, on va par exemple dire que c'est un signe excentrique. Ah, je ne sais pas quel est le premier jeu que j'ai choisi pour ça. Non, alors cette fois-ci, on a des ex-aequo, on n'a pas de podium. Parce que dans les intentions du jeu, on a un peu la même chose. Donc ça, c'est le New Minus Tarot, première édition, je pense. Et je pense que du coup, les cartes ont quand même changé au niveau de la qualité sur les éditions suivantes. Et le Fifth Spirit Tarot. Pourquoi? Parce que c'est des jeux qui remettent en question les normes hétéro, cisgenres dans le tarot, mais aussi la binarité dans le tarot, le validisme dans le tarot, la minceur dans le tarot, la sexualité dans le tarot, et aussi le romantisme dans le tarot. Du coup, ce jeu aussi est plutôt inspiré des mouvements asexuels et polyamoureux. Et par exemple, il nous propose vraiment d'autres types de relations avec, par exemple, ces amoureuses qui se donnent la main et qui sont très très nombreuses sur cette carte. Et donc, c'est vraiment ce truc de... je les vois bien, les limites du tarot. Attends, on va aller plus loin d'ailleurs. On va essayer avec le chariot. Oh, je sais pas pourquoi ce jeu est un peu dans l'ordre. Plus ou moins dans l'ordre. Attendez, on va quitter les mineurs pour vous montrer un peu d'autres choses. Et aussi, et vous allez le voir également avec le Fifth Spirit Tarot, on est dans le signe d'air aussi, parce qu'on a l'érudition, on a les bouquins, on a le savoir, on a les connaissances, dont on voit qu'à chaque fois, pour les créatrices de ces deux tarots, c'est quelque chose qui est revendiqué, qui est mis en avant. Un côté peut-être un peu geek dans certains de ces tarots, que moi je n'ai pas de mal à associer avec le Verseau. Même si visuellement c'est très très différent, le tarot non binaire qu'est le Fifth Spirit Tarot, pour moi, ses ambitions et comment c'est traduit sont assez proches de ça. Et la volonté émancipatrice par rapport aux murs, aux limites, aux frontières, c'est pour moi le clin d'œil du Verseau dans ce tarot. Tout ça, ça fait qu'on a fait le tour de l'année pour arriver dans le mysticisme, le côté un peu émotionnel, planant, spirituel des poissons. Et avec les poissons, j'ai choisi le Wild Unknown parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant dans ce tarot qui va nous connecter. Je pense que la créatrice Kim Krantz aurait dit à l'inconscient collectif. Moi, je le vois même comme quelque chose d'assez cosmique, de très large. D'ailleurs, j'ai pris, spoiler par rapport à ce que je dirai après sur les oracles, j'ai pris le Wild Unknown Archetype pour le Sagittaire, qui est l'autre signe qui est gouverné par Jupiter. Coïncidence, je ne pense pas. Je trouve qu'il y a un côté jupitérien, très généreux, mais aussi ça nous force à aller au-delà de nous-mêmes, ça nous ouvre l'esprit. Et moi, j'ai cette relation avec ce tarot aussi parce que j'ai appris le tarot avec lui. Et il m'a complètement ouvert l'esprit. Et aussi au début, je suis arrivée avec beaucoup d'appréhension ou de préjugés sur le tarot, beaucoup de choses que je n'avais pas envie de faire ou d'explorer. Et il m'a pris par la main à ce moment-là. Mais en vrai, c'était pour naviguer des eaux où on allait partir vraiment très 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 loin dans des espèces d'eau où tout est mélangé, où on rencontre des énergies qu'on n'aurait jamais imaginées avant. Ok, je caricature un peu beaucoup les poissons, mais... C'est mon petit bébé, c'est un de mes tarots de base, parce que c'est un de mes tarots historiques. Et je crois que c'est tout naturel pour moi de l'associer au poisson, qui est donc ma maison 7 dans mon thème astral. Et autrement dit, c'est ma maison de l'autre.
ces autres avec lesquels j'ai des relations fortes et signifiantes dans ma vie. Et bah oui, lui, il m'a ouvert à cet autre avec qui j'ai une relation très profonde qui est l'univers du tarot. Merci le Wild Unknown. Sur ces belles paroles, je reçois un SMS de madame mon épouse qui me dit qu'elle est dans le bus pour revenir vers moi. Et donc que je vais plus avoir la maison pour moi toute seule pour faire des vidéos. Donc ça tombe bien qu'on a couru sur la deuxième partie de la vidéo, que j'étais beaucoup plus efficace parce que ça me permet quand même de la clôturer aujourd'hui. Top, formidable. Et du coup, j'ai ma pile d'oracles et j'ai vraiment trop envie de faire ce jeu avec les oracles. Donc ce sera sûrement une vidéo de suite. J'allais dire peut-être que je vais la garder en exclusivité pour les abonnés à ma newsletter et donc vous inviter à vous abonner avec le lien qui est en dessous. Mais en même temps, j'ai déjà des vidéos qui sont déjà montées, qui sont en attente pour la deuxième de mes newsletters, que je vais peut-être publier un jour, peut-être pas, parce que pour l'instant, j'arrive pas à travailler sur ordi. Donc sûrement que ça sera plutôt sur ma chaîne. Mais bon, pourquoi pas, c'est l'occasion de vous dire. Abonnez-vous à ma newsletter. Faites-moi des dons sur Ko-fi parce que vous likez mon travail que je fais gratuitement et j'achète des tarots juste pour vous, hein, pas pour moi. Ok, d'accord, j'arrête avec le bruxellaire et tout le reste. Je pense que c'est la preuve qu'on a terminé ici. C'est une affaire rondement menée, longuement menée. Vous allez me dire, oui, je vous connais, hein, dites ça va, hein, vous me connaissez aussi. Si vous êtes là, vous saviez à quoi vous attendre. Eh bien, les gros bidous, je vous salue.